Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc celle-ci, c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée concernant le système scolaire en Finlande et les matières que j'ai ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais juste vous expliquer en globalité le système scolaire ici, comment ça fonctionne, enfin comment ça fonctionne à l'université, les types d'enseignement, les types d'examens, tout ça. Et ensuite dans une seconde partie qui sera un peu destinée aux gens qui partiront à l'université de Tampere en Erasmus, je vais un peu m'attarder sur toutes les matières que j'ai eues au premier semestre uniquement, puisque le second semestre vient de commencer, et comme ça je pourrais vous expliquer en détail ce qui était fait, attendu, et les examens dans ces matières spécifiquement, si ça peut vous aider à faire des choix vis-à-vis des matières que vous aurez pendant votre Erasmus. Pour ce qui est du système universitaire finlandais, il est ressemblant à celui du français dans le sens où c'est le parcours licence, master, doctorat, donc 3 ans, 2 ans, et bon sur le papier 2 ans, mais ça peut être beaucoup plus long. Une chose que j'ai remarqué ici en arrivant, c'est que leurs enseignements, ils sont bien plus divers que ceux qu'on a en France. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai dû choisir mes matières pour partir en Erasmus, j'étais là dans le catalogue des formations. D'ailleurs, je vous mets le lien pour accéder à toutes les matières qu'ils proposent en barre d'infos. Notez bien que du coup, c'est la liste des enseignements qu'ils proposaient pour l'année 2023-2024 et que ça aura peut-être changé, mais vous aurez au moins une idée. Mais donc tout ça pour dire que en fait leur catalogue de formation est gigantissime et c'est sur plein de trucs très très précis. Genre je sais que par exemple il y avait un cours sur les gangs américains. Voilà, il y avait un cours par exemple sur l'accessibilité aux réseaux sociaux pour les personnes handicapées. Enfin voilà, beaucoup de choses axées très très société en fait et qu'on retrouve pas forcément en France. Mais après, je suis aussi consciente qu'en tant qu'étudiante en Erasmus, j'ai accès à tout le catalogue de formation. Donc en fait, je pourrais prendre n'importe quelle matière de n'importe quelle filière. En fait, j'ai pas un parcours attribué de par ma licence, ce qui me laisse en fait une liberté gigantissime que je ne saurais pas retrouver en France parce que quand tu es dans une licence en France, tu as des matières imposées, enfin, tu as un tronc commun et des options à prendre, mais voilà, tu peux pas partir dans tous les sens. Alors que là, si je voulais, je pouvais prendre un cours sur l'histoire de la Russie, par exemple. Mais j'ai fait le choix de prendre des matières qui sont un minimum en rapport avec ma licence. Et puis de toute façon, je pense que si j'avais pris des trucs complètement aléatoires, mon professeur référent en France aurait refusé les matières que j'avais prises parce qu'il n'y avait aucune cohérence en fait. Il faut quand même qu'à la fin de mon Erasmus, je valide ma licence de sciences du langage, pas une licence qui est partie en cacahuète en fait. Donc voilà, prenez bien le temps d'analyser toutes les formations parce qu'elles sont vraiment très très diverses. Et voilà, en tant qu'Erasmus, on a la chance d'avoir accès à tout ce catalogue. Donc c'est vraiment super. Et donc la deuxième chose, ici, il fonctionne par période et par équivalent de quadrimestre. Ça veut dire qu'en fait, en France, on a semestre 1, semestre 2. Et ici, en fait, ils ont semestre 1, semestre 2, mais chaque semestre est divisé en 2 périodes. Donc ils ont période 1, 2, 3, 4 sur toute l'année. Et il y a certains cours que tu auras que au semestre 1, certains cours que tu auras que en période 2 par exemple, certains cours que en période 4, tout ça. Donc en fait c'est plein de trucs à prendre en compte pour ensuite former ton emploi du temps et faire en sorte que ton emploi du temps soit plus ou moins équilibré. Et ça te permettra aussi de pouvoir un peu pré-shot les dates d'examen, tout ça, puisque ici tu n'auras pas de partiel. Ça rejoint cette idée qu'en Erasmus on est très très libre au niveau des choix des matières qu'on veut prendre, puisque en fait en France on a des partiels par licence sur tous nos troncs communs en fait. Alors que là en fait comme on prend des matières qui sortent de nulle part, on peut pas vraiment avoir une semaine spécifique pour tous nos contrôles. Surtout que comme je vous ai expliqué, tu as des matières qui vont finir à la fin du premier semestre et d'autres qui vont finir à la fin de la première période par exemple. Donc c'est trop compliqué et tu n'auras pas de partiel. Pour ce qui est des méthodes d'enseignement, alors ici, allez savoir pourquoi ils ont énormément d'independent study, ils appellent ça comme ça, donc les études indépendantes, et en fait ça porte bien son nom puisque tu es livré à toi-même dans une matière. Donc quand tu es en independent study, ça peut être des choses comme lire un livre, rendre un rapport sur ce livre. Ça peut être des choses comme lire un livre, avoir un contrôle sur ce livre. Ça peut être des choses comme avoir des documents,
et devoir faire un essai de plusieurs pages où ça peut être rédiger des rapports ou des choses comme ça. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut même être regarder des vidéos et rédiger un rapport sur les vidéos que tu as regardées. Et ça va vraiment dépendre. Donc notez juste que si vous avez des independent study qui valent 1 crédit, forcément que ce sera plus proche de faire un petit rapport sur une vidéo. Et que si vous avez matière independent study à 5 crédits, forcément que ce sera plus probable que vous ayez un essai de genre 20-30 pages à rendre. Et quand vous êtes en independent study, en fait vous avez un professeur référent. En fait il y a bien un professeur qui va corriger votre devoir, mais en fait vous ne le verrez jamais si vous voulez. Enfin, à moins que vous ayez des gros problèmes et que vous ayez besoin de prendre rendez-vous avec lui, vous n'aurez jamais de contact avec le professeur en dehors que à la limite par la messagerie électronique si vous avez des questions. Mais voilà, c'est vraiment ce truc où en fait tu choisis ce cours, tu es accepté dans ce cours, tu envoies un message au prof pour demander quel est l'examen dans son cours et il t'envoie ce sera un essai, ce sera tel livre, ce sera machin truc, et après à toi de le faire indépendamment. Donc voilà, donc c'est assez spécifique et c'est au choix de tout le monde puisque je sais que moi au début j'étais en mode je vais prendre un maximum d'independent study pour comme ça j'ai pas de cours physique à l'université et ça me laisse plein de temps pour aller voir à gauche à droite dans le pays en fait. Mais c'était pas une si bonne idée que ça parce que en fait t'es tout le temps chez toi, tu t'ennuies, t'as personne pour t'encadrer, surtout que les devoirs ils restent quand même assez importants, ça te prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un peu compliqué de s'organiser, mais voilà, c'est au choix de chacun. Et ensuite, on a d'autres moyens d'examen qui sont un peu plus normaux. Donc pour tous les cours où vous avez une classe physique, ici, ils sont fans du Learning Diary, ça s'appelle, où en fait, à chaque cours que tu auras à rédiger un petit rapport par rapport à ce cours. Donc les professeurs donnent chacun des consignes particulières. Par exemple, ça peut juste être approfondir la question qui a été abordée pendant la séance du cours, ou ça peut être lire des documents et faire le lien avec ce que tu avais vu en cours, tout ça. Et du coup, en gros, ça te fait un truc à rendre d'environ une vingtaine de pages, où en gros tu consacres environ 2 pages par séance. Je vais mettre à charger ma ring light et je reviens. Donc, nous disions, avant d'être interrompus, je parlais donc des Learning Diary. En vrai, les Learning Diary, c'est super si tu le fais au jour le jour. Enfin, en gros, si tu fais le Learning Diary d'une séance rapidement après la séance, dans le sens où tu auras tout qui est à peu près frais dans ta tête. Et surtout, ça t'empêchera en fait au moment où la deadline pour leur rendre ton Learning Diary sera annoncée, de te rendre compte qu'en fait, tu as 20 pages à rattraper sur des cours que tu auras potentiellement oubliés. Donc vraiment, si vous avez des Learning Diary, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre le temps, même si vous avez la flemme, de ne surtout pas procrastiner. Je pense que c'est l'un des devoirs où c'est la pire idée de procrastiner, et de profiter justement d'avoir tout encore frais dans votre tête pour faire le Learning Diary. Un autre type d'examen qui est hyper réputé ici, c'est le Electronic Exam. Et en fait, concrètement, t'as un cours, t'as un examen, mais en fait, l'examen, tu le fais pas en DS sur table comme nous on ferait en France, mais en fait, tu vas dans une salle d'examen spécifique. Et des salles d'examen, il y en a plein un peu partout sur tous les campus universitaires. Et en fait, tu te retrouves face à ton ordi sans rien, où en fait, tu es observé par des micros et des caméras, mais il n'y a pas de personne physique pour te surveiller. Tu rentres, tu vas sur ton ordi qui t'a été attribué, tu fais ton petit examen, tu l'envoies et ensuite, il est corrigé par la prof. Les électroniques exams, c'est super parce que, en fait, quand tu as un cours qui doit être validé par un électronique exam, en fait, le prof responsable de ce cours t'ouvre l'accès à l'inscription de l'électronique exam. Donc en fait, il te dit, entre cette période et cette période, tu dois faire ton électronique exam. Et du coup, en fait, ça te permet de choisir la date qui te convient, l'heure qui te convient, le lieu qui te convient. Et ça, c'est génial. Et après, c'est un examen normal, t'as pas le droit de ramener quoi que ce soit. Tu dois vraiment arriver les mains vides. Et normalement, à l'entrée des salles, il y a des casiers pour déposer tes affaires, en fait. Et après, tu vas faire ton examen et tu as un timing attribué. Et si tu termines avant le timing, en fait, tu peux rendre ton devoir comme tu veux, quoi. C'est comme un DS sur table, mais électronique.
Et ça c'est pareil, en fait le type d'examen il va dépendre selon le professeur. J'en ai eu où c'était entièrement du vrai faux, par exemple. J'avais genre 70 questions où c'était vrai ou faux sur un livre que je devais lire. J'avais des trucs où il fallait écrire, d'autres où c'était de la compréhension orale, donc je pense à mes cours de finnois par exemple. Et là par exemple pour le second semestre, j'ai un cours où je dois lire un livre et j'ai un examen électronique sur ce livre. Et j'ai demandé à la prof des détails sur l'examen. T'as le droit de faire ça, de demander quel type de questions ça peut être. Et elle m'a dit qu'en gros, ce sera des questions auxquelles je devrais répondre selon des réponses développées. Donc ce sera pas par exemple des questions à choix multiples ou des choses comme ça. C'est vraiment moi qui devrais écrire ma propre réponse. Après, il reste les examens normaux, on va dire. Donc pour mes cours de finnois, j'avais des expressions orales avec le prof. Donc dans les cours, on était en petits groupes et en gros, on devait communiquer entre nous, enfin bref, pour que la prof elle nous évalue. Et j'ai eu un autre cours où j'avais un DS sur table, tout ce qu'il y a de plus basique, où vraiment on est arrivé en classe, on avait notre copie et on a fait l'examen en étant surveillé par la prof. Et c'est vrai que sur les 7 ou 8 cours que j'avais au premier semestre, c'est le seul que j'avais en physique en fait. Donc voilà à peu près pour tous les moyens de contrôle en fait qu'on peut avoir en Finlande. Je crois que je n'ai rien oublié, ou en tout cas j'ai rien oublié de ce que moi j'ai vécu. Et bien sûr j'oubliais, mais il y a certains cours où tu peux avoir aussi des présentations orales, genre des exposés à faire, voilà, qui peuvent faire partie de ta note. Ensuite, en autre chose importante à savoir, ici les notes elles vont de 1 à 5, enfin de 0 à 5 plutôt, alors que nous ça va de 0 à 20 sur 20. Mais ne vous faites pas avoir comme je me suis fait avoir au début, où j'avais ce raisonnement de si j'ai 1 sur 5, c'est que j'aurai 4 sur 20 selon la règle de 3, quoi. En fait, pas du tout. Il faut que vous vous renseigniez auprès de votre université pour connaître les équivalents. Il y a personne qui a vraiment su me répondre à Orléans, du coup je me suis basée sur un peu ce qu'on peut trouver sur internet. Mais en gros, si vous voulez, quand vous avez 0 sur 5, je crois que ça vous fait quand même 0 sur 20. Mais par exemple, si vous avez 1 sur 5, ça vous fera pas 4 sur 20, mais 10 sur 20. Si vous avez genre 2, ça vous fera genre 12. Et je sais que j'avais vu que parfois, même si tu as 5 sur 5, ça ne te correspondra pas forcément à un 20 sur 20. Voilà, parfois ça te fera juste un 19 sur 20. Mais du coup, c'est un truc qui peut vraiment rassurer dans le sens où ici, pour avoir un 1 sur 5, il faut vraiment avoir forcé et avoir fait du caca. Normalement, tu as minimum 2 sur 5, quoi. Mais tout ça pour dire que même si tu as la pire note que tu puisses avoir, donc 1 sur 5, enfin, les 0 sur 5, c'est vraiment si tu rends une copie blanche ici. Hein. Mais donc, on barre sur l'idée que vous aurez minimum 1 sur 5. Et ben même si vous avez 1 sur 5 à toutes vos matières, et ben vous aurez quand même votre licence, bon, certes avec 10 sur 20 de moyenne, mais vous la passerez. Ça peut aussi rassurer dans un certain sens. C'est pas une raison pour pas travailler, mais voilà. Et d'ailleurs, ils ont des matières ici qui sont des pass or fail matières. Donc, ça veut dire qu'en fait, soit vous réussissez, soit vous ratez. Il n'y a pas d'entre-deux, vous n'avez pas de notes. Voilà. Ça, c'est un peu galère avec certaines universités en France parce que, en fait, chez nous, on doit forcément avoir une note. Il n'y a pas de concept de tu as eu ou tu as raté ton examen. Tu l'as raté ou tu l'as eu, mais avec une note. Et ici, ils en donnent vraiment pas. Et ça, il faut que j'aille voir avec mon université comment ça fonctionne. Mais renseignez-vous bien sur ça parce que parfois, c'est pas très pratique, quoi. En tout cas, notez que ici, et on est tous d'accord pour le dire, les professeurs, ils sont hyper laxistes dans le sens où, encore une fois, je vous ai dit, si vous avez un 0 sur 5, c'est que vraiment, vous avez vraiment forcé, quoi. Vous avez rendu une copie avec 3 mots ou vous avez vraiment fait du caca, mais normalement, tu peux pas avoir 0 sur 5. Genre, c'est pas possible. Et aussi, genre, tout ce qui est deadline, donc les dates limites de rendu des devoirs, franchement, n'hésitez pas à envoyer un message au prof pour lui dire que vous manquez un peu de temps. J'ai jamais eu un prof ou j'ai jamais connu quelqu'un qui avait demandé à un prof ça, qui s'est fait refuser sa requête. En fait, tous les profs, ils seront assez sympas et ils te rajouteront du temps. Bon, faut pas forcer non plus, mais voilà. Faut pas hésiter à dire. Et ici, ils sont hyper sympas. Ça me fait penser qu'il y a un autre truc qui m'a surpris ici, c'est que la hiérarchie est hyper différente de ce qu'on a en France. C'est-à-dire que en France, vous êtes un élève et vous avez un enseignant qui est hiérarchiquement supérieur à vous. C'est-à-dire que il n'est pas rare que dans les classes, vous voyez l'enseignant et que l'enseignant vous tutoie ou vous appelle par son prénom, alors que vous l'appelez par monsieur, madame ou son nom de famille. Et bah en fait ici,
pas du tout. La hiérarchie est complètement rééquilibrée, ce qui fait que en fait les étudiants peuvent tutoyer les professeurs et les appeler par leur prénom, au même titre que les professeurs peuvent nous tutoyer en tant qu'étudiants et nous appeler par notre prénom. Et il y a aussi tout ce truc de plus de liberté en classe, où en fait chez nous, quand tu veux prendre la parole en classe, tu lèves la main en général. Et c'est vrai que ici, en fait, c'est normal de s'exprimer comme ça tout de suite sans prendre le temps de lever la main. C'est pas en mode on coupe la parole au prof, mais en fait, si la prof pose une question, vous pouvez tout de suite donner la réponse si vous l'avez. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la prof vous donne la parole. Et c'est vrai que ça, en tant que française, ça m'a pas perturbée, mais en fait, c'est une habitude qu'on a acquis depuis qu'on est à la maternelle de on ne parle pas avant qu'on vous ait donné la parole. Donc forcément, pour moi, c'est hyper compliqué ce concept de l'intégrer en fait de ce truc de un peu je peux parler quand je veux où je veux, mais ça reste super cool. Et pour en revenir au niveau hiérarchique, sachez aussi que il n'est pas rare de voir des étudiants manger avec leur professeur. Par exemple, si vous avez des questions sur un cours et tout, vous pouvez aller dire au professeur, excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si on mange ensemble ce midi? J'ai des questions par rapport à votre cours. Et le prof va sûrement vous répondre oui, aucun souci. Donc voilà, tout ça c'est des trucs assez particuliers, mais qui font que en fait l'ambiance scolaire, elle est super tranquille, puisque forcément il n'y a pas ce truc hiérarchique. Et il y a une certaine, c'est pas une liberté d'expression, mais disons qu'il y a la peur de s'exprimer qui est beaucoup moins présente ici, de par le fait que les élèves ont été habitués dès le début à tout de suite parler s'ils comprenaient pas, poser des questions et tout ça. Donc voilà, et ça c'est super cool. Je réfléchis si j'ai oublié des trucs ou pas. Ah si, un truc très important qui pareil m'a beaucoup déstabilisée en tant que française. Vous voyez chez nous quand il y a un cours, par exemple c'est du 8h, 10h par exemple, et en fait le cours, il faut arriver à genre... en gros le cours il commence à 8h05 ou 7h55, ça dépend des établissements, et il termine à 10h05 ou 9h55. Et en fait, ici, en Finlande, c'est pas du tout le cas. Si votre cours commence à 8h, en fait, il commencera à 8h15. Et s'il termine à 10h, en fait, il terminera à 9h45. Voilà, il y a toujours un écart d'un quart d'heure entre chaque cours, quasiment. Enfin, du coup, une demi-heure entre chaque cours, puisque celui d'avant termine à 45 et le prochain commence à 15. Mais voilà, en fait, au début, ça m'a surprise parce que premier jour de classe, j'arrive à mon cours, du coup, à 7h55, enfin, en tout cas, l'équivalent, bref, vous avez compris. Je vois, il y a personne, je vérifie 25 fois que c'est la bonne salle, je vérifie s'il n'y a pas eu de changement, je comprends pas. Il n'y a pas de prof non plus. Et en fait, du coup, tout le monde est arrivé vers 8h10, 8h15, en fait. Et la prof arrive à 8h15. Moi, ça m'a beaucoup surprise au début. Mais c'est plutôt cool, finalement. J'aimerais bien faire une partie spécifique sur toute la fac, en fait, mais je profite quand même pour vous le placer ici. Des fois que la vidéo sur la fac ne sorte jamais, simplement noter que pour tout ce qui est restaurant scolaire, ici, ils ont des horaires beaucoup plus larges que les nôtres. C'est-à-dire qu'il y a certains restaurants qui font genre du 10h30, 15h, 14h30, des choses comme ça. Et il n'est vraiment pas rare de voir des gens manger leur plat du midi à 10h30. Enfin, pourquoi pas après tout. Mais donc voilà, et pour rester dans le domaine de la cantine scolaire, notez que ici le concept de dessert n'existe pas et que en fait vous avez sur votre plateau une seule assiette. Enfin, je veux dire, chez nous en France, on a notre plateau, on a notre assiette avec le plat principal, une coupelle avec le dessert, un produit laitier et une coupelle avec l'entrée, en gros, et le pain. Et en fait, ici, t'as une assiette où dedans tu mets ton entrée et ton plat principal. En fait, tout est en libre service. Et t'as ton pain, quoi. T'as pas de produits laitiers. En dehors que ils servent du lait. Ici, tu peux choisir entre de l'eau et du lait en boisson. Oui, oui. Et le dessert, c'est pareil. Il n'y a pas tous les restaurants universitaires qu'on propose. Et s'ils en proposent, ce sera un supplément que tu devras payer. Et en plus que tu payes cher. Donc si t'es vraiment fan de dessert, je te conseille de prendre en gros dans ton sac une barre chocolatée ou un biscuit ou je sais pas trop quoi et de le manger une fois en arrivant et pas de l'acheter au restaurant universitaire parce que ça va te coûter une douille. Mais donc voilà, en fait, le plateau typique du restaurant universitaire finlandais, c'est une assiette, ton verre de lait, ton verre d'eau, tes couverts et ton pain. Voilà.
Pourquoi pas. Mais voilà, c'est un truc qui peut surprendre aussi au début. Donc je crois que j'ai fait le tour. Et puis si jamais il y a d'autres idées qui me viennent en tête en cours de route, je vous ferai peut-être un épisode 2. Donc maintenant, pour les matières que j'ai eues au premier semestre. Comme je vous l'ai expliqué au début, j'étais dans l'optique de prendre un maximum d'independent studies pour avoir le plus de temps pour profiter de la vie finlandaise, tout simplement. C'était une mauvaise idée. Je reviens, je vais recharger ma ring light. Donc, je disais que ça a été une mauvaise idée pour moi, personnellement, parce que en fait, le fait d'avoir pris autant dans Independent Studies, ça m'a empêché d'être en contact avec d'autres personnes. Et du coup, ça a provoqué le fait que je sortais pas, parce que j'avais personne avec qui sortir, et tout le truc que je vous avais raconté sur les bilans de mes 1 mois en Finlande. Mais pour autant, ça reste une très bonne chose, les independent studies, si vous êtes capable en fait de vous auto-réguler. Mais donc voilà, tout ça pour dire que je peux vous montrer d'ailleurs que mon emploi du temps du premier semestre était pas tant chargé que ça. Genre une semaine basique ressemblait à ceci, où en gros les 2 cours en gris, c'est 2 cours que je me suis rajoutés et je vais vous expliquer juste après c'est quoi, parce que c'est encore un autre cours que j'ai pris. Mais donc, on revient au cas par cas. Premier cours que j'ai pris, il s'appelle Speech and Audio to Text. Et c'est un cours qui se passe sur DigiCampus. Donc, c'est un site internet qui est relié à la fac, où en fait, dessus, vous devez vous inscrire avec l'option AK. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je vais vous mettre des captures d'écran, vous allez comprendre. Et en gros, sélectionnez que vous faites partie de l'université de Tampere. Et ensuite, en fait, vous avez accès à plein en fait, de mini-modules sur différents thèmes. Et là, en gros, c'était une grosse partie sur l'accessibilité. Et donc là, en gros, un truc qui est totalement indépendant, où en fait, tu as tout ton cours. Donc ça peut être des vidéos, des extraits d'articles, des textes écrits sur le site. Et en fait, par section, c'est organisé selon une suite logique. Et parfois, ils te proposent quelques petits exercices en cours de session. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment des cours à 1 crédit qui sont sur DigiCampus. Et en vrai, c'est plutôt cool comme chose, dans le sens où c'est pas des gros cours. Ça te demande pas forcément beaucoup de travail. Surtout, tu peux vraiment les faire quand tu veux, où tu veux, puisque tout est sur ton ordi. Je crois que c'est le seul cours que j'avais sur DigiCampus pour ce semestre. Mais du coup, j'en ai pris pour le second semestre. Mais du coup, j'y reviendrai sur le bilan du 2e semestre. Le 2e cours que j'ai eu, c'était Foundation of Game-Based Learning. Celui-là, je vous en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo, mais c'est pas grave. Donc ce cours-là était un cours à 5 crédits et c'était un cours qui était plutôt intéressant, même si il m'a rien appris d'incroyable. C'est un cours sur le jeu, l'apprentissage au travers du jeu. Et en fait, à Tampere, ils sont spécialisés dans le jeu vidéo. Ils ont des laboratoires par rapport à ça. Donc, c'était par rapport à l'apprentissage au travers du jeu vidéo. Voilà, c'était pas au travers du jeu, des plateaux de jeux de société, quoi. C'était vraiment le jeu vidéo. Et en fait, on avait à chaque cours un intervenant qui intervenait et qui traitait une partie particulière de ce sujet. Et dans ce cours, on a eu beaucoup de travaux à rendre, mais pour autant, c'était bien organisé. Au début, ça fait très peur parce que tu as l'impression que tu as 20 000 choses à faire, mais en fait, ça va, c'est pas des gros trucs. Donc, par exemple, dans ce cours-là, on a dû simplement, à un moment, donner les noms des jeux éducatifs que l'on connaissait. On a aussi dû créer un jeu vidéo au travers de ChatGPT, la version gratuite, ne vous inquiétez pas pour ça. Et on était encadré par les profs, hein. Ils nous ont pas juste dit allez faire un jeu sur ChatGPT, hein. On sait pas faire ça de base. On a vu des tutos et tout. Et la plus grosse partie du devoir se déroulait en groupe et on devait en fait inventer un jeu vidéo éducatif, du coup, en se basant sur ce qu'on connaissait du cours. Et en gros, on devait présenter les grandes lignes de ce jeu. En fait, on devait présenter un concept. On ne devait pas créer le jeu. Je veux dire, on est incapable de faire ça. On n'est pas des programmeurs, on n'est pas des spécialistes. Donc, on devait juste présenter un gros concept au travers de comment est-ce que le jeu se joue, avec quoi est-ce que tu le joues, quel est le but du jeu, quels sont les types de récompenses, de malus, est-ce que c'est en équipe, est-ce que c'est en solo, est-ce que
C'est un jeu que tu peux jouer en multijoueur, mais vous savez, en ligne, où tu peux te connecter avec des joueurs du monde entier. Enfin, voilà, c'était plein de petits trucs comme ça à prendre en compte. Et on avait un exposé à faire, à présenter en classe sur ça. Et on avait aussi un rapport à rendre, toujours sur ce même exposé, où en gros on devait réexpliquer notre jeu, mais sur un document papier qu'on devait rendre à la fin au prof, et un document qui faisait genre une dizaine de pages, quelque chose comme ça, pour bien expliquer en profondeur le concept de notre jeu. Donc voilà pour cette matière, elle était intéressante, mais encore une fois j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose, mais je me suis dit qu'en fait ça allait m'apporter un autre regard en fait sur les moyens d'apprendre, puisque pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai envie d'être professeur plus tard, donc c'est intéressant pour moi d'avoir ce genre d'approche un peu de différents points de vue quoi. Ça m'a pas forcément beaucoup plus aidé, mais ça restait intéressant, et les profs étaient incroyablement gentils. Et forcément quand tu as des profs sympas, ça me motive toujours un peu plus dans le cours, même si tu n'apprécies pas forcément le cours. Et puis j'ai aussi eu des bonnes personnes dans mon groupe, donc ça c'était aussi très très cool. Ensuite, troisième cours, c'était, je sais pas prononcer ce mot, Gendered and Sexualized Society, la société genrée et sexualisée, qui valait 5 crédits aussi. Ce cours-là, c'était un cours qu'on devait valider au travers d'un Learning Diary. Et je vais vous expliquer, mais en gros, dans ce cours-là, c'est pareil. On avait, je crois, 7 cours et il était exclusivement en Zoom. Et en gros, à chaque fois, c'était une personne différente qui intervenait, un peu comme un petit peu un séminaire. Donc c'était sur un thème particulier qui regroupait ce grand thème du cours. Et là, pour le coup, c'était très intéressant. J'ai appris plein de trucs. Mais du coup j'avais fait mon learning diary au fur et à mesure, en gros en partant de concepts que je connaissais, en rebondissant sur ce qu'on voyait en France. Par exemple, on a eu un moment sur le cours, on a parlé de l'homosexualité et des droits des personnes homosexuelles. Et du coup moi j'ai rebondi avec les lois qu'on avait en France, les choses comme ça. Mais ça s'arrêtait pas là, c'est-à-dire qu'on a aussi vu tout ce qui était la commercialisation où la femme elle est sous-exposée en tant que vieille personne, et qu'on veut toujours exposer la femme belle, naturelle, qui reste jeune même si elle a 130 ans, tout ça. On a aussi étudié tout ce qui était par exemple les castes en Inde, tout ça. Donc c'était très intéressant et assez diversifié. Et donc tout ça pour dire que je faisais mon learning diary. Et en fait dans ce cours, à chaque début de séance en fait, on avait des textes qui nous étaient assignés et on nous demandait de les lire pour la séance d'après. Je n'ai jamais lu ces textes, parce qu'ils étaient longs. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressants, mais ils étaient longs. Et j'avoue qu'en fait, je pensais qu'ils ne me serviraient à rien dans ce cours. Donc en fait, je les ai mis de côté dans mon ordinateur pour les lire plus tard. Parce que, encore une fois, ils étaient intéressants. Et en fait, une semaine avant la deadline pour rendre les dossiers, la prof nous envoie un message en nous rappelant que dans nos learning diary, on devait bien sûr nous baser quasiment exclusivement sur les textes. Les fameux textes que je n'ai pas lus. Et là, faut vous imaginer que à ce moment-là, mon learning diary, il était terminé. J'avais genre une vingtaine de pages qui étaient bouclées, que j'avais fait, comme je vous ai dit, semaine par semaine, justement pour, dès que la dernière séance elle est finie, je peux envoyer mon learning diary. Et ça, je me suis débarrassée de cette matière. Mais donc du coup, ce que je me suis retrouvée à faire, c'est qu'en fait, j'ai lu en diagonale les articles, et que dès que je voyais quelque chose qui se rapportait à ce que j'avais mis dans mon learning diary, je faisais un petit crochet en mode comme l'explique aussi l'auteur de cet article, hop, et ensuite je recontinuais sur ce que j'avais déjà écrit. J'ai eu 3 sur 5 à ce travail. Je suis un peu triste parce que je trouvais qu'il était quand même très bien fait, mais la prof m'a dit que c'était dû au fait que je n'avais pas assez utilisé les articles. Donc c'est totalement justifié d'avoir une mauvaise note quand tu ne respectes pas la consigne. Mais donc voilà, si vous prenez ce cours, notez que il faut lire les articles et s'en servir. Le cours que j'ai pris, c'est celui de multilinguisme qui vaut 5 crédits, et ce cours-là est en français. Oui, parce que les cours d'avant étaient en anglais, je n'ai pas précisé, mais celui-ci est en français. Et pour ce cours, en fait c'est marrant parce que j'ai une amie qui a pris ce cours-là aussi. Et moi, ma consigne, c'est que j'avais 3 problématiques, 3 sujets d'études, et on devait en choisir 2, et en gros sur chacun des 2 sujets on devait écrire un essai de je sais plus combien de pages, genre entre 5 et 10 pages. Pour répondre à ces problématiques, on devait se baser sur 2 ouvrages pour ma part que la prof m'avait indiqué.
Et ce qui s'est passé, c'est que mon amie, elle avait qu'un seul ouvrage, donc c'était bizarre, mais bref. Pour ce cours-là, c'était donc un peu une independent study, puisque j'ai jamais eu contact avec ce prof, enfin si, mais dans un autre cours. Mais donc voilà, c'était ce truc où il fallait juste lire le livre et faire l'essai, répondre à la problématique. Les livres étaient assez intéressants, mais ils n'étaient pas vraiment un peu dans mon domaine. Et j'avoue que j'ai pris ce cours parce qu'il était proposé en français et que je savais que j'aurais eu du mal si tous mes cours étaient exclusivement en anglais. Donc voilà, ça a pris du temps ce cours-là parce que forcément il faut lire les livres. Et une fois que tu as lu les livres, et c'est les livres balèzes, genre ils font 300 pages. En fait, oui c'est ça, la difficulté de ce cours, c'était que du coup j'avais les 2 livres à lire et que ces livres étaient disponibles à la bibliothèque universitaire, sauf qu'ils étaient disponibles en un seul exemplaire. Donc forcément, quand tu as un livre à lire et que tu peux pas l'emprunter, c'est compliqué. J'ai eu la chance de pouvoir trouver ces 2 livres en version PDF sur internet. D'ailleurs, il me semble, oui c'est ça, il y a un livre que j'ai trouvé en version PDF sur internet et l'autre je l'ai trouvé sur le site du CNRTL, non pas CNRTL, CAIR, genre CAIRN, je crois que c'est, je sais plus, mais vous savez la bibliothèque interactive. Et en fait de cette bibliothèque tu peux te connecter via ton université. Donc je me suis connectée sur ce site avec mon identifiant de l'université d'Orléans et sur ce site j'avais accès au livre, du coup au second livre. Donc c'était cool et ça m'a permis de ne pas stresser en voyant que le livre n'était toujours pas empruntable à l'université quoi. Cours, je sais pas trop quoi dire en fait. Les livres à lire étaient intéressants. Les 2 essais que je devais faire, c'est des essais quoi, ça prend du temps mais tu les fais quoi. Mais voilà, j'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses que ça. Mais bon voilà, c'est un cours dans lequel qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais des livres à lire, mais qui n'étaient pas si compliqués que ça, donc c'est cool, je peux pas vraiment me plaindre. Et j'ai pas encore eu de notes sur ce cours. Voilà. Ensuite, un autre cours que j'ai pris qui s'appelle Curriculum Studies. Et donc ça, ce cours-là, en fait, je sais pas trop quoi en penser. Déjà, ce cours-là, on devait le valider au travers de 2 examens. Le premier, c'était une présentation orale sur, en gros, notre système éducatif dans notre pays. Donc pour moi, c'était la France. Mais comme on est beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde, il y avait un peu des trucs de partout, donc c'était assez intéressant. Et le deuxième truc, c'était, en gros, on devait faire un essai ou dans lequel on devait expliquer un problème dans notre système éducatif et en gros il fallait expliquer quelle serait la solution et comment est-ce qu'on résolverait le problème. J'avais fait un travail qui n'était pas ouf du tout, vraiment j'ai eu 3 sur 5 à ce travail et en vrai je les mérite amplement parce que j'ai vraiment fait des trucs pas ouf du tout, enfin je trouve, mais en même temps le sujet il était bizarre aussi à faire. Donc pour revenir sinon sur ce cours, en gros, on a beaucoup étudié le curriculum finlandais, en fait, qu'on a comparé avec ceux d'autres pays. En vrai, j'ai rien compris au cours. Genre, je vous jure que ça avait l'air hyper intéressant, mais j'ai rien capté et surtout, j'avais du mal à mettre les choses en parallèle. Et en fait, j'ai écouté le cours et j'avais l'impression de rien comprendre parce que, en fait, c'était en anglais et la prof a donné des noms d'auteurs, des noms de réformes, de concepts abstraits en gros, et quand t'es pas bilingue en anglais, ce concept t'entends pas ce que ça veut dire et du coup dans mes notes il y a des trucs où il y a écrit des points d'interrogation parce que j'ai pas compris le nom du concept et c'était pas écrit sur les diapos et du coup c'est le bordel. Donc voilà, le cours il avait l'air intéressant et je pense que il est intéressant quand tu es capable de vraiment tout capter en anglais parce que moi en fait ça m'a attristé de comprendre pas tout. Surtout les concepts en fait, ce que racontait la prof c'était clair, c'était vraiment le nom des concepts que c'est flou parce que c'est la première fois que t'entends ce mot quoi. Mais donc voilà. Ensuite j'ai pris un cours de finnois. Comme je vous l'ai expliqué, moi j'aime bien apprendre les langues et en vrai quoi de mieux que la Finlande pour apprendre le finnois. La vidéo va être très longue mais voilà, je la fais vraiment pour ceux qui veulent vraiment partir en Erasmus, si ça peut vous aider dans le choix de vos matières. Donc les cours de finnois, en vrai, c'est compliqué de malade parce que ça va vite. Et certes, quand je prends du recul maintenant que
c'est passé quoi, les examens, tout ça, je me rends compte qu'on n'avait pas tant de choses que ça quoi, mais en fait c'est la vitesse à laquelle ça allait, comme c'est une langue hyper nouvelle et en fait cette langue elle est particulière. Pour les linguistes qui me regardent, c'est une langue qui est agglutinante, donc ça veut dire que tu formes un mot en combinant d'autres mots. Même c'est une langue qui est hyper riche en voyelles, donc c'est compliqué en fait de l'apprendre parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Je veux dire, nous en français, quand t'as une voyelle, souvent t'as une consonne pas loin quoi. À part dans le mot créer, il n'y a jamais 3 voyelles qui suivent quoi. Mais à part ça, la prof était très sympa et donc des fois que vous ayez des doutes, le cours de finnois est en anglais. Donc vous apprenez le finnois depuis la langue anglaise. Du coup, dans ce cours-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment se présenter, dire son prénom, son âge. On a appris à dire son adresse mail aussi. Tout ce qui est notre pays d'origine, notre langue maternelle, les autres langues qu'on veut parler. On a appris les chiffres, donc au travers de dire ton âge, dire ton année de naissance, mais aussi par exemple ton numéro étudiant ou ton numéro de téléphone. Et on a appris les couleurs aussi, et les mois de l'année, les jours de la semaine. On a aussi appris à dire comment est-ce que ça va, l'alphabet aussi bien sûr. Et en vrai voilà, c'est déjà bien. Et donc du coup ce cours là s'étend sur un semestre. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi prendre les cours de finnois sur une période. Et du coup vous voyez la même chose que vous voyez sur un semestre mais sur une période. Donc le rythme est beaucoup plus intensif. Voilà, si vous voulez progresser très très vite en finnois, cette solution là elle est hyper cool pour vous puisque vous pouvez apprendre très 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 vite. Pour ce qui est de l'examen, on avait 2 examens différents. Le premier c'était une expression orale où en gros on passait par petits groupes. Et la prof en gros elle avait des petits papiers, on devait piocher un petit papier et en gros on devait, c'était des mots avec des questions ou des mots et tout, et en gros on devait lire ce mot à la personne qui était à côté de nous et cette personne devait répondre du coup en finnois. Donc ça pouvait être comment est-ce que tu t'appelles, quel jour est-on aujourd'hui, ça pouvait être quel est ton numéro étudiant, enfin tout ça. Et en gros voilà, on a chacun répondu à plusieurs petits papiers. On faisait en même temps expression orale et compréhension orale. Et après ça, on avait un examen dans les fameuses salles d'examen automatiques, en gros. Et du coup, sur l'ordinateur, on avait expression écrite, compréhension écrite et compréhension orale, c'est ça. Et en gros, on avait différents types d'exercices avec des audios à écouter, des textes à lire, des réponses à taper, du vocabulaire, tout ça. Enfin, un contrôle de langue, un peu tout ce qu'il y a de plus basique finalement. Et, en vrai, si je peux vous donner un conseil pour le cours de finnois, méfiez-vous de l'orthographe. Parce que c'est vrai qu'en cours, en fait, tu parles et tu prends note en fait sur ton carnet, mais en fait, quand tu pratiques une langue, tu la parles. En général, tu ne l'écris pas. Et c'est vrai que quand je suis arrivée devant le contrôle et que j'ai vu qu'il y avait des choses à noter, je me suis vraiment posé des questions sur le vocabulaire, quoi. Sur l'orthographe des mots, en fait, je connaissais le mot, je savais comment le dire, mais j'avais aucune idée de comment l'écrire, quoi. Parce que comme je vous ai expliqué, en Finlande, les mots, il y a plein de voyelles partout. Il y a des lettres qui sont doubles et tu sais même pas pourquoi. Enfin, c'était compliqué, donc ne négligez pas l'orthographe des mots. Et pour ce cours-là, j'ai pas de notes puisque c'est un pass-fail exam. Voilà pour cette matière. Et j'ai oublié de préciser, mais c'était une matière à 3 crédits. Ensuite, plus que 4 matières, j'ai pris un cours qui s'appelle Psychology of Personality 1. Genre c'est la première partie de ce cours. C'est un cours qui vaut 5 crédits et pour ce cours-là, j'ai dû lire un livre et après passer un examen en salle d'examen. Et en gros, cet examen, c'était genre... il y avait genre presque une centaine de questions où c'était que du vrai-faux. Et en gros, en fonction du nombre de réponses que tu avais vraies, tu avais 1, 2, 3 ou 4 ou 5 sur 5 du coup. Alors moi j'avoue que ce livre, je l'ai lu très très vite parce que en fait j'avais 2 autres livres aussi à lire sur lesquels je devais faire des essais. Et en gros je me suis dit au pire c'est que du vrai-faux, de façon... la probabilité va faire que je vais forcément avoir au moins 1 sur 5. Et je crois qu'en plus ce truc là je l'ai fait juste avant la Laponie. En vrai le livre il était très très intéressant puisque pour le coup la personnalité c'est quelque chose d'hyper complexe, d'hyper abstrait et quelque chose qu'on n'étudie pas en sciences du langage et qui pourtant est hyper intéressant. Et en gros du coup le livre il explique tous les
tout un peu les grandes lignes de la psychologie avec les grands chercheurs, avec tout ce qui est les théories de la personnalité, donc avec Big Five par exemple, les tests de personnalité, les tests de QI. Ça explique aussi tout ce qui est les maladies. Donc c'est un peu compliqué de dire que les maladies neurologiques parce que tout ne touche pas forcément aux neurones et surtout que la psychologie c'est pas la neurologie. Même si les deux domaines ont tendance à un peu s'entrechevaucher. Mais voilà, ça expliquait ce qu'est un psychopathe, ce qui se passe quand tu es dépressif, ce qui se passe quand tu peux être par exemple bipolaire, des choses comme ça. Et c'était hyper intéressant à lire, mais en fait comme c'est un livre scientifique qui t'explique 20 000 concepts à la suite, bah en fait ça fait que c'est super dur de tout retenir. Et pour ma part, j'ai adoré lire le livre, vraiment j'ai appris plein de trucs, mais j'ai pas tout retenu. Alors j'avais fait un carnet où je prenais des notes au fur et à mesure. Et malgré ce carnet, j'avoue que j'ai eu 1 sur 5 à ce contrôle et que j'étais un peu triste. En vrai de vrai, bon en vrai je vais terminer la vidéo sans la ring light parce que là ça fait 20 fois qu'elle s'éteint. Je vais la mettre à charger une bonne fois pour toutes pour la prochaine vidéo. Mais là ça fait genre 3 heures que je tourne cette vidéo, j'en peux plus. Donc du coup, oui en fait dans ce cours là, j'avais la possibilité de passer l'examen électronique, je crois 2 ou 3 fois. Alors c'était pas précisé si la meilleure note des 3 essais était conservée. Mais ce qui s'est passé c'est que entre la Laponie et le moment où j'entrais en France, donc en gros le moment qui me restait pour passer cet examen, j'avoue que j'avais d'autres choses à faire et que j'ai eu la flemme de refaire cet examen. Surtout que comme c'était pas précisé si la meilleure note était conservée, j'avais peur en fait de faire pire et en fait de louper ce cours. Donc pour ce cours très très intéressant, je vous conseille plutôt de le faire si vous avez déjà des bases en psychologie, parce que pour ma part j'ai adoré lire le livre et en apprendre plus sur certains concepts, mais pour en faire un contrôle derrière c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de notions extrêmement variées, abstraites et compliquées à retenir trop vite en fait. Ensuite, un autre cours que j'ai eu en français, c'est un cours de syntaxe qui vaut 5 crédits. Ce cours-là, je l'ai pris parce que en sciences du langage, on a des cours de syntaxe, on a des cours d'introduction à la syntaxe, puis des cours de syntaxe. Et du coup, je l'ai pris parce que je pensais que ça allait être dans la continuité de mes études. Sauf que, en fait, la prof m'a expliqué que ce cours-là est destiné aux étudiants finlandais. Et que, en gros, elle me disait que pour moi, ça allait être trop simple. Sauf que, en fait, moi, je me suis dit que, en fait, de par le fait que je vais être enseignante, est-ce que ce serait pas intéressant pour moi de participer à un cours dans lequel on apprend ma langue maternelle à des gens qui ne sont pas francophones natifs en fait. Du coup j'ai expliqué ça à la prof, elle m'a fait si c'est dans un cadre un peu d'observation tout ça, venez dans mon cours, tout ça, participez-y, machin truc. Et on était 3 dans le cours, on était 3 élèves, voilà, c'était très très vide et la prof était un peu désespérée d'ailleurs, mais bref. Et en vrai, je vous conseille pas de faire ce cours. Parce que, surtout si vous avez déjà eu des cours de syntaxe avant, et surtout si vous avez déjà étudié en syntaxe la théorie X-bar. Ceux qui n'ont pas la ref, tant mieux pour vous, mais en gros, quand en L1, pour mon cas Orléans, j'ai étudié la théorie syntagmatique, de l'arbre syntagmatique avec la boîte de Hockett, et quand tu arrives en L2, tu étudies l'arbre syntagmatique, mais selon la théorie X-bar, qui te rajoute des niveaux intermédiaires dans ton arbre syntagmatique, et qui est légèrement plus complexe. Et en fait en Finlande ils retombent dans la théorie de l'arbre syntagmatique basique et en fait ça m'a complètement déstabilisée parce que en fait moi dans mon cerveau ce qui me restait c'était la théorie X-bar. En fait ça m'embêtait de devoir revenir à un niveau inférieur que j'ai un peu oublié en fait et ça a été compliqué pour moi et au début sur les arbres en fait j'arrêtais pas de faire plein d'erreurs parce que j'avais un peu oublié ce concept quoi. On avait vu quelque chose de plus compliqué et c'est compliqué de revenir sur des notions plus simples en fait. Mais du coup ça devient plus difficile même si c'est plus simple. Et au-delà du fait que les arbres du coup on revient un peu à l'ancienne. Déjà les mots utilisés ne sont pas les mêmes par exemple. Tout simple par exemple nous en France on voit la notion de syntagme. Genre on a par exemple syntagme nominal, syntagme verbal,
tout ça, et bah chez eux ça s'appelle des groupes. Donc on a le groupe verbal, le groupe nominal, machin. Et c'est des tout petits trucs comme ça qui font qu'en fait ça te déstabilise dans ce que tu sais déjà. Donc en fait, ce cours-là, j'ai eu beaucoup de mal. Je l'ai validé à 4 sur 5. Mais pour autant j'ai un peu honte parce que j'ai fait des erreurs débiles dans mon devoir. Parce que en fait c'était juste des notions que j'avais vues différemment, sous un nom différent, sous du vocabulaire différent. Et du coup en fait je connaissais le concept mais je savais pas l'expliquer dans le vocabulaire que ils avaient en Finlande. Donc je vous conseille vraiment pas de le prendre, sauf si vous faites votre Erasmus en 2e année et que du coup vous voyez pas la théorie X-bar. Comme ça vous pourrez vraiment continuer dans la théorie de l'arbre syntagmatique de base. Mais voilà, si vous le faites comme moi en L3, c'est une très mauvaise idée et ça va plus vous embrouiller qu'autre chose en fait. Ensuite j'ai pris un dernier cours en français qui s'appelle Variations temporelles et régionales de la langue française. Et donc ça en gros on a revu en gros l'évolution de la langue française dans le temps, donc en partant de il y a très longtemps je crois qu'on est parti des sermons de Strasbourg ou quelque chose comme ça. On est passé par le latin, par l'ancien français. On a étudié par exemple des lettres de soldats. On a étudié l'académie française, tout ça. J'ai pas précisé mais c'est un cours qui vaut 5 crédits. Et donc en vrai ça c'était plutôt intéressant. Oh d'ailleurs j'ai pas dit mais pour la syntaxe, l'examen c'était un devoir écrit à faire en classe et un exposé à préparer sur une notion syntaxique. Donc moi j'avais fait sur le déterminant. Voilà, pour en revenir au truc de français là. Là pour le coup l'examen c'était un learning diary. Normalement on aurait aussi dû faire des exposés, mais en fait on a manqué de temps, donc la prof a complètement éjecté les exposés du cours. Mais donc là voilà, on a juste fait des learning diary sur des sujets que la prof nous donnait, où en gros on voyait quelque chose en cours et elle nous demandait de creuser une certaine partie du cours. Cours là assez intéressant. Pour autant c'est des notions, c'est de la révision. Et du coup en fait ça peut vous faire en quelque sorte des points gratos. Surtout que ce cours là est aussi proposé à des gens finophones de base. Donc la prof est assez sympa sur les notes en fait. Donc voilà, celui-là c'était un bon cours. Et en gros le dernier cours en fait, mais c'était pas un cours, c'est la dernière chose qui m'a rapporté des crédits. Simplement que je suis intervenue en tant qu'assistante de langue. Je suis en train de me rendre compte que cette vidéo elle va faire 50 minutes. J'étais assistante de langue et en fait c'est un truc qu'ils proposent à toutes les personnes francophones. Et en fait à l'université de Tampere ils donnent des cours de français, voilà, pour les élèves qui veulent apprendre la langue française. Et du coup ils nous proposent, nous en tant que francophones, d'intervenir dans leurs cours en tant qu'assistant, c'est-à-dire qu'on vient en aide aux étudiants en difficulté. Il y en a beaucoup qui apprennent le français dans le but de voyager en France, donc je sais qu'il y a plein d'élèves auxquels j'ai donné des idées d'endroits où aller en France par exemple. Donc voilà. Et en gros pour le truc d'assistant, on avait un crédit qui nous était accordé au bout de 27 heures passées en cours en fait. Alors moi du coup c'est très très bien dans le sens où je vais être professeur donc ça me fait une expérience supplémentaire, mais j'avoue que les 27 heures de travail elles sont compliquées à atteindre, que si vous faites pas minimum 2 cours par semaine vous n'aurez pas les 27 crédits. Après les profs ils sont sympas hein, si vous avez fait 20 heures de travail ils vont vous donner votre crédit, il n'y a pas de souci, mais voilà c'est un temps qu'il faut prendre. Mais au-delà de ça c'est quand même assez sympa, surtout que comme vous êtes natif, vous n'avez pas vraiment grand chose à faire, juste vous assister au cours et vous aider les élèves en difficulté sur des notions que vous maîtrisez parfaitement. Évidemment c'est mieux si vous maîtrisez aussi le finnois pour leur expliquer les concepts complexes dans leur langue, mais nous soit on leur parlait en français pour les niveaux les plus avancés, soit on leur parlait en anglais pour ceux qui débutaient vraiment la langue. Si vous êtes en manque de crédit par exemple, ça peut être une bonne alternative un peu assez simple pour vous aider à atteindre les 60 crédits européens que vous devez avoir à la fin de l'année. Donc vraiment si vous manque des crédits, vous avez 2 solutions. En gros, vous avez faire de l'assistanat en français et tous les cours qui sont sur DigiCampus là à 1 crédit, en fait vous les prenez tous et ça vous permet de gratter quelques crédits qui vous manquent, surtout si vous en manque 1 ou 2 quoi. Donc voilà, j'en ai enfin fini avec toutes les matières que j'avais au premier semestre. Je vous ferai du coup une partie 2 avec tout ce que j'ai au second semestre. Mais si tu as des questions spécifiques sur un cours,
n'hésite pas à le noter en commentaire parce que il fait peut-être partie de ceux que j'aurai au second semestre. Je sais que la vidéo était longue, mais j'espère pour autant qu'elle vous a aidé, ou du moins qu'elle vous a un peu éclairci sur les matières qui sont proposées ici en Finlande, et aussi sur le système éducatif forcément, qui est quand même assez différent que de ce qu'on connaît en France. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. N'hésite pas aussi à t'abonner pour me suivre dans mes aventures en Finlande. Et si tu as d'autres questions par rapport au système finlandais ou par rapport aux cours que j'ai, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.